Jacob Cohen, bonjour. Bonjour, On se trouve ici devant le Grand Orient de France. Pourquoi? parce que le Grand Orient de France a représenté une part importante de ma vie parisienne. C'est-à-dire que je suis rentré au Grand Orient pratiquement presque quand je suis arrivé, enfin peut-être 2 ans après. Et à l'époque, ça représentait, vous savez, le hasard des conversations, des amis, etc. Ça représentait quelque chose pour moi d'un point de vue mythique. C'est-à-dire qu'à l'époque, la franc-maçonnerie était encore secrète. Il n'y avait pas les vidéos qu'on a aujourd'hui, etc. Mais c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, on avait l'impression que c'était un monde, quand on rentrait là-dedans, quand on avait la chance de rentrer là-dedans, on devenait quelqu'un. Enfin, on avait des relations, on avait des appuis, etc. Et puis c'était mystérieux. Mais je ne savais rien à l'époque. Il n'y avait pas Internet, Google, on tapait franc-maçonnerie et puis on vous disait tout. Et il y avait des livres, mais enfin, je n'avais pas eu l'occasion de les ouvrir. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée. Ce qui, en général, ce qui ne se fait pas, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie est une institution sélective. Et donc il faut être parrainé pour pouvoir même prétendre à entrer. Mais le Grand Orient à l'époque déjà commençait à s'ouvrir et à vouloir avoir plein de candidatures. Et donc on pouvait, je me suis renseigné, on m'a dit qu'on pouvait envoyer une candidature comme ça. L'inconvénient, c'est qu'on tombe dans une loge avec laquelle on n'a aucun point commun. C'est-à-dire quand on est parrainé, on a un ami qui te fait rentrer dans une loge où tu es sûr de rencontrer des gens à peu près de ton milieu, de ton niveau. Et là, je suis arrivé dans une loge qui avait des problèmes d'organisation, etc. Donc de professionnels, c'est-à-dire de gens qui n'étaient pas des intellos, et avec lesquels j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Parce que moi, en plus, je ne répondais pas à l'image qu'on peut se faire d'un futur maçon, c'est-à-dire quelqu'un qui est sérieux, qui travaille, etc. Moi, j'étais plus ou moins bohème, qui voulait écrire, donc ça collait pas tellement. Voilà. Et aussi, il est vrai qu'au début, il y avait quelqu'un qui avait quitté au bout de 6 mois, et moi, je commençais à me tâter. Je me disais, bon, je voyais rien venir très vite. Et je me suis dit, je vais attendre d'être maître, et puis je déciderai. Mais en fait, quand je suis devenu maître, quand j'ai eu le grade de maître, 4 ans étaient passés, je commençais à avoir des relations, etc. Et surtout, je commençais à voyager dans d'autres obédiences. Donc à me faire des amis, des relations ailleurs. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Vous avez tenu 17 ans. J'ai tenu 17 ans parce qu'en fait, c'est comme je l'ai expliqué dans une vidéo, je crois, on tient par cette espèce de routine. Voilà. Mais une routine qui s'installe, il y a des relations sociales qui s'installent et on tient parce qu'on n'a pas le courage de rompre. Et en même temps, il y a ce sentiment qu'on n'apprend pas grand-chose, c'est-à-dire c'est répétitif, etc. Mais j'ai tenu, effectivement. Et s'il n'y avait pas eu un problème d'ordre personnel avec ma loge, je crois que je ne serais pas parti. Et je l'aurais bien regretté parce que j'étais content finalement d'en être parti. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire Le Printemps des Sayanim et de donner ce que je n'aurais pas écrit, je l'aurais pas écrit si j'étais resté. Et donc ça m'a donné une orientation complètement différente à ma vie. Et finalement, c'est bien passé. Quelques anecdotes sur ces années passées dans cette loge? Oui, alors, l'anecdote par exemple sur la solidarité, soi-disant. Tout le monde croit que quand on est franc-maçon, il suffit d'aller voir un autre franc-maçon et de lui dire « mon frère ». Alors là, c'est complètement bidon, mais complètement. Et j'en ai fait l'expérience à mes dépens, hélas. Quand j'ai publié mon premier roman, Les Noces du Commissaire, 10 ans après mon entrée en maçonnerie. Et à l'époque, j'avais déjà suffisamment de relations pour arriver à toucher quelqu'un qui a été ou qui était encore au Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire le gouvernement du Grand Orient. Et en général, ce sont des gens très puissants, beaucoup plus puissants que ceux qui sont 18e, 30e, etc. Et donc, il m'a mis en contact avec un directeur de filiale du Monde. Et je l'ai appelé de sa part, et il m'a dit « mais bien sûr, mon frère, etc. » Il m'a invité à prendre le petit déjeuner au De Mago.
ou au Flore. Enfin. Et j'ai demandé comment je vais te reconnaître. Il m'a dit, ne t'en fais pas, je ressemble à Jean-Yann et tout le monde me connaît. Et tu demandes au maître d'hôtel. Donc j'arrive avec mon exemplaire. Et il était très chaleureux, etc. Et il m'a dit, bien sûr, je ferai tout le nécessaire, tout ce que tu veux, à condition que le livre me plaise. J'ai dit, bien sûr. Donc je lui ai donné l'exemplaire. Je l'ai appelé une semaine après. Il m'a dit, j'ai beaucoup aimé le livre. Et donc je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Et puis rien ne venait. Et puis je l'appelais, et puis je me rendais compte, à chaque fois que je l'appelais, il était de plus en plus emmerdé. Et donc finalement, au bout de 2 mois, j'ai renoncé. Je me suis dit, celui-là, il ne fera rien pour moi. Et en fait, c'est là où j'ai compris comment ça marche la solidarité. En franc-maçonnerie, la solidarité n'est pas du tout automatique. C'est-à-dire que tu te crées des réseaux à l'intérieur de la franc-maçonnerie, soit ce qu'on appelle les fraternels, ou bien des réseaux à toi, c'est-à-dire que tu rentres dans des relations, des contacts, etc. Et en même temps, j'avais compris une chose, j'avais rien à lui offrir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, moi, j'étais un petit rien du tout. J'avais même pas de quoi l'inviter à prendre un déjeuner, un gros gueuleton. Les francs-maçons adorent bouffer. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ça a été la notion de solidarité. Je l'ai appris il y a eu d'autres anecdotes sur la solidarité. Par exemple, il y avait un frère de mon atelier qui était expert comptable, commissaire aux comptes. Et à l'époque, c'était un juif d'origine d'Algérie. Bon, d'origine un pied noir. Et j'étais en situation, enfin j'étais étranger, donc j'avais besoin de renouveler ma carte de séjour. Et j'avais besoin d'une promesse d'embauche. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une promesse d'embauche? Il m'a dit, mais bien sûr. Et en fait, moi je connaissais du monde. J'avais une cousine dont le mari était dans le milieu des affaires, sentiers, etc. Il aurait pu me trouver 10 promesses d'embauche. Mais à l'époque, c'était le maître, etc. Et en fait, il m'a joué un sale tour. C'est-à-dire qu'il a attendu que ma carte de séjour soit périmée. Il a attendu 40 jours avant de me faire la promesse d'embauche. C'est-à-dire qu'il a voulu se venger de mon peu d'enthousiasme à vouloir travailler, à vouloir m'insérer, etc. Et c'est là où Bon, et ça, il y a plein d'anecdotes sur on peut être franc-maçon pendant 30 ans, 40 ans et se comporter comme un salaud. Les coups de jarnac que se font les francs-maçons entre eux, ils dépassent l'entendement. Sauf que les francs-maçons, ils disent toujours, oui, c'est la nature humaine. Alors, une anecdote amusante, il y avait un franc-maçon qui avait 65 ans qui voulait absolument devenir vénérable maître. Il en rêvait. Et un soir, il y avait les élections, et puis il n'a pas été élu. C'était pas dans ma loge, mais tout le monde l'a su après parce que c'est extraordinaire. Alors il a pris ses affaires et il est sorti en claquant la porte, ce qui ne se fait pas parce que tout est codifié dans une loge. La prise de parole, la façon de marcher, le pied gauche, le pied droit, le bras comme ça, etc. Enfin bon, donc tout est codifié, on ne peut pas quitter la loge comme ça, on ne peut pas prendre la parole. Mais lui, 30 ou 40 années de franc-maçonnerie, il les a balancés. Il a dit, vous êtes des cons! Et il est sorti en claquant la porte parce qu'il n'a pas été élu. Donc tout ce qui s'est raconté pendant 30-40 ans sur l'élévation de l'âme, etc., tout ça c'était du bidon. En fait, voilà, on se rend compte que c'est un peu comme les communistes, enfin, on répète l'idéologie, mais c'est creux. C'est-à-dire ça sonne creux à un moment donné. Mais en même temps, les gens ne partent pas tout simplement. C'est pas parce que c'est difficile de quitter. Moi, j'ai connu des gens qui quittent. Moi, j'avais un très bon ami qui est parti au bout de 20 ans, qui était à la Grande Loge, et il m'a dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, j'ai fait le tour. J'étais vénérable maître, j'étais dans les ateliers supérieurs, j'ai plus rien à apprendre. Et c'est vrai, n'importe quel franc-maçon qui a 5 ans vous dira la même chose. Mais on reste parce que c'est une routine, on s'est fait des amis, le milieu social est là. Voilà, et moi ça a été une parenthèse, et le destin en général, moi, il me fait des clins d'œil. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai quitté le Maroc, parce que le doyen m'avait fait des saloperies quand j'étais à la fac, et en fait, ça a bien tourné pour moi, le fait de quitter. Et là aussi, le destin m'a fait un bon clin d'œil. Je suis parti, d'autres amis m'ont dit d'aller avec eux, j'ai dit non. C'est vraiment un signe du destin pour moi. Et j'ai écrit Le Printemps des Sayanim, qui m'a ouvert d'autres horizons, enfin, que l'on connaît.
Jacob Cohen, merci beaucoup. C'est moi. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'on pouvait envoyer une candidature comme ça. L'inconvénient, c'est qu'on tombe dans une loge avec laquelle on n'a aucun point commun. C'est-à-dire quand on est parrainé, on a un ami qui te fait rentrer dans une loge où tu es sûr de rencontrer des gens à peu près de ton milieu, de ton niveau. Et là, je suis arrivé dans une loge qui avait des problèmes d'organisation, etc. Donc de professionnels, c'est-à-dire de gens qui n'étaient pas des intellos, et avec lesquels j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Parce que moi, en plus, je ne répondais pas à l'image qu'on peut se faire d'un futur maçon, c'est-à-dire quelqu'un qui est sérieux, qui travaille, etc. Moi, j'étais plus ou moins bohème, qui voulait écrire, et donc ça collait pas tellement. Voilà. Et aussi, il est vrai qu'au début, il y avait quelqu'un qui avait quitté au bout de 6 mois, et moi, je commençais à me tâter. Je me disais, bon, je voyais rien venir très vite. Et je me suis dit, je vais attendre d'être maître, et puis je déciderai. Mais en fait, quand je suis devenu maître, quand j'ai eu le grade de maître, 4 ans étaient passés, je commençais à avoir des relations, etc. Et surtout, je commençais à voyager dans d'autres obédiences. Donc à me faire des amis, des relations ailleurs. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Vous avez tenu 17 ans. J'ai tenu 17 ans parce qu'en fait, c'est... comme je l'ai expliqué dans une vidéo, je crois, on tient par cette espèce de routine. Voilà. Mais une routine qui s'installe, il y a des relations sociales qui s'installent, et on tient parce qu'on n'a pas le courage de rompre. Avec mon exemplaire, et il était très chaleureux, etc. Et il m'a dit, bien sûr, je ferai tout le nécessaire, tout ce que tu veux, à condition que le livre me plaise. Oui, bien sûr. Donc je lui ai donné l'exemplaire. Je l'ai appelé une semaine après. Il m'a dit j'ai beaucoup aimé le livre et donc je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose. Et puis rien ne venait. Et puis je l'appelais et puis je me rendais compte à chaque fois que je l'appelais, il était de plus en plus emmerdé. Et donc finalement, au bout de 2 mois, j'ai renoncé. Je me suis dit celui-là, il ne fera rien pour moi. Et en fait, c'est là où j'ai compris comment ça marche la solidarité. En franc-maçonnerie, la solidarité n'est pas du tout automatique. C'est-à-dire que tu te crées des réseaux à l'intérieur de la franc-maçonnerie, soit ce qu'on appelle les fraternels, ou bien des réseaux à toi, c'est-à-dire que tu rentres dans des relations, des contacts, etc. Et en même temps, j'avais compris une chose, j'avais rien à lui offrir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, moi, j'étais un petit rien du tout. Je n'avais même pas de quoi l'inviter à prendre un déjeuner, un gros gueuleton. Les francs-maçons adorent bouffer. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ça a été la notion de solidarité. Et je l'ai appris il y a eu d'autres anecdotes sur la solidarité. Par exemple, il y avait un frère de mon atelier qui était expert comptable, commissaire aux comptes. Et à l'époque, c'était un juif d'origine d'Algérie. Bon, d'origine un pied noir. Et j'étais en situation, enfin j'étais étranger, donc j'avais besoin de renouveler ma carte de séjour. Et j'avais besoin d'une promesse d'embauche. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une promesse d'embauche? Il m'a dit, mais bien sûr. Et en même temps, il y a ce sentiment qu'on n'apprend pas grand-chose, c'est-à-dire c'est répétitif, etc. Mais j'ai tenu, effectivement. Et s'il n'y avait pas eu un problème d'ordre personnel avec ma loge, je crois que je ne serais pas parti. Et j'aurais bien regretté, parce que j'étais content, finalement, d'en être parti. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, d'écrire Le Printemps des Sayanim, et de donner ce que je n'aurais pas écrit si j'étais resté. Et donc, ça m'a donné une orientation complètement différente à ma vie. Et finalement, c'est bien passé. Quelques anecdotes sur ces années passées dans cette loge? Oui, alors, l'anecdote par exemple sur la solidarité, soi-disant. Tout le monde croit que quand on est franc-maçon, il suffit d'aller voir un autre franc-maçon et de lui dire « mon frère ». Alors là, c'est complètement bidon, mais complètement. Et j'en ai fait l'expérience à mes dépens, hélas. Quand j'ai publié mon premier roman, Les Noces du Commissaire, 10 ans après mon entrée en maçonnerie.
Et à l'époque, j'avais déjà suffisamment de relations pour arriver à toucher quelqu'un qui a été ou qui était encore au Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire le gouvernement du Grand Orient. Et en général, ce sont des gens très puissants, beaucoup plus puissants que ceux qui sont 18e, 30e, etc. Et donc, il m'a mis en contact avec un directeur de filiale du Monde. Et je l'ai appelé de sa part, et il m'a dit « Mais bien sûr, mon frère », etc. Il m'a invité à prendre le petit déjeuner au De Mago, ou au Flore, et j'ai demandé comment je vais te reconnaître. Il m'a dit « Ne t'en fais pas, je ressemble à Jean-Yann et tout le monde me connaît et tu demandes au maître d'hôtel, donc j'arrive. » Et en fait, moi, je connaissais du monde. J'avais une cousine dont le mari était dans le milieu des affaires, sentiers, etc. Il aurait pu me trouver 10 promesses d'embauche. Mais à l'époque, c'était le maître, etc. Et en fait, il m'a joué un sale tour. C'est-à-dire qu'il a attendu que ma carte de séjour soit périmée. Il a attendu 40 jours avant de me faire la promesse d'embauche. C'est-à-dire qu'il a voulu se venger de mon peu d'enthousiasme à vouloir travailler, à vouloir m'insérer, etc. Et c'est là où et ça, il y a plein d'anecdotes sur on peut être franc-maçon pendant 30 ans, 40 ans et se comporter comme un salaud. Les coups de jarnac que se font les francs-maçons entre eux, ils dépassent l'entendement. Sauf que les francs-maçons, ils disent toujours, oui, c'est la nature humaine. Alors, une anecdote amusante, il y avait un franc-maçon qui avait 65 ans, qui voulait absolument devenir vénérable maître. Il en rêvait. Et un soir, il y avait les élections, et puis il n'a pas été élu. C'était pas dans ma loge, mais tout le monde l'a su après, parce que c'était extraordinaire. Alors, il a pris ses affaires et il est sorti en claquant la porte, ce qui ne se fait pas, parce que tout est codifié dans une loge. La prise de parole, la façon de marcher, le pied gauche, le pied droit, le bras comme ça, etc. Donc tout est codifié. On ne peut pas quitter la loge comme ça, on ne peut pas prendre la parole. Mais lui, 30 ou 40 années de franc-maçonnerie, il les a balancés. Il a dit « Vous êtes des cons !» Et il est sorti en claquant la porte parce qu'il n'a pas été élu. Donc tout ce qui s'est raconté pendant 30-40 ans sur l'élévation de l'âme, etc., tout ça c'était du bidon. En fait, voilà, on se... Jacob Cohen, bonjour. Bonjour. On se trouve ici devant le Grand Orient de France. Pourquoi ? Parce que le Grand Orient de France a représenté une part importante de ma vie parisienne. C'est-à-dire que je suis rentré au Grand Orient presque quand je suis arrivé, peut-être 2 ans après. Et à l'époque, ça représentait, le hasard des conversations, des amis, etc. Ça représentait quelque chose pour moi d'un point de vue mythique. C'est-à-dire qu'à l'époque, la franc-maçonnerie était encore secrète. Il n'y avait pas les vidéos qu'on a aujourd'hui, etc. Mais c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, on avait l'impression que c'était un monde, quand on rentrait là-dedans, quand on avait la chance de rentrer là-dedans, on devenait quelqu'un. Enfin, on avait des relations, on avait des appuis, etc. Et puis c'était mystérieux. Mais je ne savais rien à l'époque. Il n'y avait pas Internet, Google, on tapait franc-maçonnerie et puis on vous disait tout. Et il y avait des livres, mais enfin, je n'avais pas eu l'occasion de les ouvrir. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée. Ce qui, en général, ce qui ne se fait pas, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie est une institution sélective. Et donc il faut être parrainé pour pouvoir même prétendre à entrer. Mais le Grand Orient à l'époque déjà commençait à s'ouvrir et à vouloir avoir plein de candidatures. Et donc on pouvait